Bon, on peut se demander si le sujet des statuts est un sujet géopolitique, mais comme la géopolitique intéresse les relations internes des sociétés et la cohésion interne des sociétés, d'une part, et que la géopolitique intéresse aussi les relations entre les États, nous verrons que cette affaire de statut intéresse à la fois la cohésion interne des sociétés, notamment des sociétés occidentales, et aussi les relations entre certains pays d'Europe orientale et la Russie, pour ne donner que cet exemple. Alors, puisque j'ai posé la question, faut-il déboulonner les statuts, notre président de la République, M. Macron, a déjà répondu au Panthéon le 4 septembre dernier, lors du 150e anniversaire du rétablissement de la République après le Second Empire en 1870. Alors, le président Macron disait qu'il fallait qu'il s'adressait donc à des jeunes ou des étrangers qui devenaient français, à une petite cérémonie pour la naturalisation de ce citoyen étranger. Il les invitait à aimer les paysages français, l'histoire, la culture en bloc, disait-il. Le sacre de Reims et la fête de la Fédération, donc l'Ancien Régime et la République, c'est pour cela que la République ne déboulonne pas de statut, ne choisit pas simplement une part de son histoire, car on ne choisit jamais une part de France, on choisit la France. Ainsi, il citait l'historien massacré par des miliciens nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Marc Bloch, dans Une étrange défaite, un ouvrage posthume, et qui expliquait qu'il y avait deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent d'être émus par la mémoire du sacre de Reims, donc l'Ancien Régime, et ceux qui lisent sans émotion l'histoire de la célébration de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Alors, néanmoins, à des endroits divers dans le monde, alors ici je sors de la France, des statues de personnages, de représentations historiques qui ont été célébrés en leur temps, peut-être sous l'Ancien Régime, ou au cours des décennies ou siècles suivants, sont aujourd'hui déboulonnées, maculées, détruites ou déplacées. Alors, tout a commencé au milieu de la dernière décennie, au Cap, à l'université du Cap, à propos de la statue d'un grand colonialiste britannique, Cecil Rhodes. Et puis ensuite, ça s'est développé avec le marchand Colston à Bristol, un marchand d'esclaves, ou alors le général Lee, le chef des confédérés des États du Sud des États-Unis pendant la guerre de sécession à Charlottesville, en Virginie. Mais en France, la question s'est posée à propos des statuts de Colbert ou du maréchal Gallieni, et j'y reviendrai. Alors, déboulonner des statues, changer des noms de rues, construire de nouveaux monuments à la place d'autres, c'est aussi vieux que le monde. S'il vous plaît, Nargis, les photos 2. Vous verrez ici Toutankhamon, vous connaissez tous ce tout jeune pharaon égyptien. Et bien, très vite après sa mort, on a martelé son effigie. Puis la photo d'après, peut-être plus claire, Nargis, c'est à propos de la reine pharaon, l'impératrice pharaon Hatshepsut, au temple bien connu de Der el-Bahari, en Haute-Égypte. Et vous pouvez voir sur cette photo qu'on a martelé son nom en hiéroglyphes, c'est toute la partie gauche de la photo. Alors bon, tout le monde sait qu'après la mort, le suicide ou l'exécution de Néron, l'empereur bien connu, une loi a été votée par le Sénat romain de damnatio memoriae. Il fallait éliminer pour toujours le nom de Néron, ainsi que ses effigies. Alors, sous la Révolution française, puisque je parlais de la Révolution à l'instant, on a fait disparaître les statues royales, martelé les fleurs de lys, débaptisé des noms de villes et de places. Et puis, à l'inverse, en 1815, au moment de la Restauration, on a remis en place, sur le Pont-Neuf à Paris, la statue équestre d'Henri IV, qui avait été abattue sous la Révolution.
Et en 1871, beaucoup plus tard dans le 19e siècle, la statue de Napoléon au sommet de la colonne Vendôme, toujours à Paris, a été déboulonnée sous la Commune de Paris. Cette statue avait été déboulonnée déjà en 1814-1815 au moment de la Restauration, puis réinstallée sous le Second Empire par le neveu de Napoléon III. Et puis à la libération de la France, et dans les années qui ont suivi, jusqu'à assez récemment, on me dit, beaucoup de rues et de places qui portaient le nom du maréchal Pétain, qui avait été d'ailleurs baptisé dans l'entre-deux-guerres. C'était le vainqueur de la bataille de Verdun qu'on célébrait, et non pas le maréchal de Vichy. Eh bien, c'est dans les années 40, 50, dans l'après-guerre, qu'on a débaptisé ces rues. Et assez souvent, d'ailleurs, on les a rebaptisées au nom du général de Gaulle. Alors, les révolutionnaires russes, pour leur part, ils avaient débaptisé la ville de Pétrograd en 1914, qui est devenu, les révolutionnaires en 1917, ont transformé Pétrograd, qui s'appelait avant Saint-Pétersbourg, mais le tsar, en 1914, dans la déclaration de la guerre, a débaptisé Saint-Pétersbourg en Pétrograd, pour des raisons évidentes, et les révolutionnaires, en 1917, l'ont appelé Leningrad, ou un peu après Leningrad. Et puis, c'est à la fin, à la chute de l'URSS, qu'on est revenu à la case départ et qu'aujourd'hui, c'est bien de Saint-Pétersbourg dont il s'agit. Plus récemment, la photo 5, vous verrez ici que Saddam Hussein, en 2013, à Bagdad, son énorme statue a été déboulonnée. Oui, c'est la 5 parce que j'ai sauté la statue de Napoléon Ier. Ça, c'est Napoléon Ier. Et voilà, Saddam Hussein, vous avez tous rencontré cette photo certainement, juste après l'invasion américaine, la libération de Bagdad. Heureux de voir disparaître un tyran, la foule fait disparaître cette énorme statue. Alors ici, il s'agissait toujours, dans tous les cas que j'ai cités, de changements radicaux liés à de brusques ruptures, révolution, chute d'une dictature, libération ou invasion d'un pays. Dans le cas de l'Irak, il y avait bien eu l'invasion américaine. Alors, ce qui nous intéresse maintenant dans les dernières années, ce sont des événements un peu différents, qui sont également symboliques, mais il ne s'agit pas ici de révolution ou de changement de régime. Il s'agit plutôt de la volonté de groupes, parfois souvent minoritaires, mais pas toujours. En Afrique du Sud, la majorité noire, elle est bien majoritaire, avec ces groupes minoritaires, avec le soutien d'activistes qui sont parfois issus de la majorité, qui souhaitent dénoncer et rappeler des crimes commis dans un passé soit relativement ancien, il peut s'agir de l'esclavage. Je ne parle pas de l'esclavage moderne, mais de l'esclavage des 16, 17, 18e siècle pour la France, en tout cas antérieur au décret d'abolition de l'esclavage, le décret Schœlcher d'avril 1848, mais parfois des événements plus récents, puisque si on pense que l'esclavage n'a été aboli aux États-Unis qu'après la guerre, à la fin de la guerre de sécession, et que cet esclavage a été suivi aux États-Unis une longue période de ségrégation jusque dans les années 60, au moins dans les États du Sud. Ou alors des événements antérieurs, mais relativement plus récents, je pense à la colonisation, puisque les indépendances dans l'empire colonial britannique ou français ne datent que du début des années 60, donc nous sommes beaucoup plus proches d'aujourd'hui, ou alors même la fin de l'apartheid, puisque j'ai parlé du Cap, et la fin de l'apartheid, c'est la fin des années 80. Alors, selon les promoteurs et auteurs de ces actions symboliques contre les statues, les crimes commis dans le passé expliquent les discriminations ou frustrations d'aujourd'hui. Et donc, il faut cesser d'honorer des personnages historiques qui ont participé de près ou de loin à ces crimes ou les symbolisent. Et donc, les statues, les monuments, les noms de rues qui honorent ces personnages historiques sont regardés comme étant représentatifs soit de la traite des Africains vers les colonies américaines, et c'est ici où on pense à Colbert. Bien sûr, Colbert
c'est pour les Français l'inventeur du colbertisme, le soutien apporté à la naissance d'une industrie, en tout cas l'industrie du luxe, hein, les Gobelins, Sèvres, etc. Mais c'est aussi l'auteur du Code noir qui va, par exemple, permettre aux propriétaires d'esclaves de punir, et parfois assez brutalement, les esclaves qui se sauvent. Alors on pense aussi à Joséphine de Beauharnais, native de Martinique, et qui a plaidé pour le rétablissement de l'esclavage en Martinique. On pense au général Lee, que j'ai cité, le chef, général en chef des armées confédérées, ou alors à ce marchand Colston, très connu à Bristol, grand mécène de la ville de Bristol au début du XVIIIe siècle, mais aussi très impliqué dans la traite et le commerce triangulaire, planteur dans les Caraïbes, employant de nombreux esclaves. Et c'est d'ailleurs grâce à cette fortune-là qu'il a pu être le mécène de Bristol. Donc on voit le lien entre le mécénat et la traite ici en l'occurrence. Alors quant au personnage associé à la colonisation, ce serait évidemment Cecil Rhodes, à l'Université du Cap, ou alors à Oxford, au collège Oriel, où il y a aujourd'hui encore une statue qu'on verra tout à l'heure qui l'honore. Alors un autre colonialiste français, c'est le maréchal Gallieni, dont la statue est ici à Paris, pas loin d'ici, de là d'où je vous parle, derrière les Invalides, ou alors le général Faidherbe, qui lui est toujours à Saint-Louis du Sénégal, on y reviendra. Alors, le premier point sur lequel je voulais évoquer, c'est on déboulonne les statuts pour dénoncer, rappeler les crimes anciens commis dans le passé ancien ou alors plus récent. Alors ici, Nargis, est-ce que vous pourriez montrer les photos 6 et 7, et vous verrez là l'énorme statue de Cecil Rhodes à l'Université du Cap. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est un peu largement parti de là, ce mouvement. Nous sommes en 2015. C'est une énorme statue de bronze érigée en 1934 et qui honore Cecil Rhodes, qui est le fondateur, alors qui est un grand colonialiste, hein, la colonie britannique de Rhodésie jusqu'à l'indépendance du Zimbabwe, longtemps porté son nom, Rhodes. Mais il est très connu aussi parce qu'il est le fondateur des diamants De Beers, donc c'est un homme d'affaires. Et puis il a lancé et développé ces fameuses bourses Rhodes à l'université d'Oxford. Donc vous voyez, c'est un personnage très contrasté encore aujourd'hui. Alors déjà dans les années 50, c'est intéressant de savoir que des étudiants africanaires, donc j'allais dire d'origine néerlandaise, avaient contesté ce symbole de la victoire des Anglais contre leurs ancêtres, hein, les bourses. Mais en 2015, ce ne sont pas les africanaires qui se sont manifestés, mais des étudiants de l'Université du Cap qui ont projeté des excréments sur sa statue, comme vous le voyez là. Alors, le Sénat de l'université a consulté les étudiants et un vote a abouti au déplacement de cette statue. Mais alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de controverses, hein. Par exemple, le dernier président de l'Afrique du Sud d'avant l'apartheid, qui est le prix Nobel de la paix, puisqu'il a contribué avec Nelson Mandela à la disparition de l'apartheid, donc le président de Klerk, il rappelait aussi que Rhodes avait eu un impact positif, hein, notamment en créant ces fameuses bourses Rhodes. Mais pour d'autres, et puis il avait financé cette université du Cap, mais pour d'autres, sans Rhodes, il n'y aurait pas eu d'université du Cap. Mais en réponse, hein, sur les réseaux sociaux, puis des arguments, on a répliqué que ce n'était pas le fouet de Rhodes qui avait construit l'université, mais les muscles des travailleurs africains qui avaient souffert pendant des siècles de la torture et de l'oppression. Alors, cette affaire de Rhodes au Cap a eu des effets mondiaux et la controverse s'est plus tard déplacée jusqu'à l'université d'Oxford. Si vous pouvez montrer la photo 8, où la statue de Rhodes dans la rue principale d'Oxford, c'est le collège Oriel. Vous avez cette statue qui fait l'objet de controverses depuis presque maintenant, depuis de nombreuses années. Et évidemment, toutes ces controverses ont été relancées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bernard, par la mort de George Floyd en 2020.
et qui a provoqué à travers le monde l'amplification de ce mouvement Black Lives Matter, BLM, lequel était issu d'un hashtag datant de 2013 qui avait été suscité par la mort également d'un autre Afro-Américain. Alors, d'où la chute, c'est la photo 9, dans la rivière de Bristol, on est en juin 2020, en juin dernier, de la statue de ce marchand dont je vous ai déjà parlé. Il faut savoir que Colston avait financé notamment le grand théâtre Colston Hall, lequel Colston Hall avait déjà été débaptisé en 2017 après de longs débats. Et puis, on a franchi le channel, puisque photo 10, s'il vous plaît, nous sommes à Anvers, et voilà la statue du grand colonialiste belge Léopold II, hein, qui avait fait du Congo sa propriété personnelle et sa colonie personnelle avant de la céder au royaume de Belgique. Et elle a été dégradée par des activistes qui ont lancé un grand débat sur la décolonisation de l'espace public en Belgique. Mais alors, ensuite, photo 11, s'il vous plaît, Nargis, on remonte le temps jusqu'à la découverte de l'Amérique 1492. Hein. Et ici, ce sont des activistes nord-américains, puis on verra qu'il y a aussi des effets en Amérique latine, hein, qui considèrent qu'il n'y a pas de raison d'honorer Christophe Colomb. Ici, je crois que c'est une statue à Boston, mais il y a eu des événements aussi à Miami et en Virginie, parce que Christophe Colomb a fait capturer des centaines d'indigènes, donc des Amérindiens, en Amérique avant de les vendre en Espagne. Et puis alors ensuite, on a touché là aussi la photo suivante. Non, alors ça, c'est pas ce que je voulais montrer. Là, voilà, ici c'est Churchill à Westminster, hein, juste devant la Chambre des communes. En juin également, est-ce que Churchill était un raciste, comme vous le voyez écrit ici. Et puis, si vous regardez la photo qui suit, je crois que c'est un tweet de M. Johnson, Boris Johnson, Premier ministre, et qui a marqué que c'était absurde et shameful. Alors, si vous suivez avec la photo 15 qui intéresse la ville de New York, ici nous sommes devant le musée d'histoire naturelle, hein, en face de Central Park, du côté ouest. Theodore Roosevelt, c'est l'inventeur des parcs nationaux auxquels les Américains sont très très attachés, et il est aussi, il a contribué à la fondation de ce grand musée d'histoire naturelle qui est très très populaire à New York. Alors le problème, c'est que cette statue, il est une statue équestre, et est-ce que vous voyez les deux personnages qui sont à ses côtés? À droite, un Afro-Américain très musclé, mais il est en dessous et il marche à pied, lui, il n'est pas à cheval. Et puis à gauche, donc un Amérindien. Et donc on voit une sorte de hiérarchie des races, hein, comme on le disait souvent au début du XXe siècle. Alors le maire de Blasio de New York a créé une commission sur la justice raciale et la réconciliation qui doit examiner les monuments ayant des connotations racistes, et il a décidé, à la demande du musée d'histoire naturelle, de déplacer ce monument. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si c'est en train de se faire, et l'idée peut-être est de mettre cette statue à l'intérieur du musée, c'est une possibilité, en tout cas la déplacer de cet endroit. Alors, je vous signale qu'un arrière-petit-fils de Roosevelt a estimé que ce monument ne reflétait pas l'héritage de son aïeul et qu'il était temps de déplacer cette statue et d'aller de l'avant. Donc voilà, des membres de la famille, des descendants de cette famille pensent que ce n'est pas une mauvaise idée que de déplacer cette statue. Il a dit aussi que le monde n'avait pas besoin de statues qui ne reflètent ni les valeurs de la personne qu'elles entendent honorer, ni les valeurs d'égalité et de justice. Il faut aussi savoir que Roosevelt a fait beaucoup de guerres coloniales anti-espagnoles à Cuba, aux Philippines et à Porto Rico. Alors, en France, ce mouvement BLM a galvanisé l'activisme de la famille d'Adama Traoré. Et si vous regardez la photo 16, c'est cette photo du maréchal Gallieni, alors qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste derrière les Invalides, hein, déboulonner le récit
officielle. Alors là aussi, cette statue, on ne voit pas très bien sur la photo, mais le maréchal est au-dessus et il est entouré sur le socle de 4 personnages, hein, dont une africaine, je crois, et puis aussi une anamite, puisque le maréchal Gallieni a été gouverneur au Soudan et également gouverneur en Indochine, considéré comme un administrateur à Poigne, ainsi qu'à Madagascar. Mais en même temps, Gallieni, vous voyez, c'est un personnage très ambigu, puisqu'il est aussi l'un des vainqueurs de la bataille de la Marne avec le maréchal Joffre, et il a sauvé Paris avec les taxis de la Marne de l'invasion allemande en 1914. Et puis alors, si vous regardez la photo 18, c'est le grand ministre de... voilà, ici c'est Gallieni, on voit bien l'africaine qui est sur le socle, et puis la damite qui est à droite. Et la photo d'après, c'est notre grand ministre de Louis XIV, qui est juste, comme vous voyez, bien placé devant la Chambre des députés, le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Et on vous explique que c'est un négrophobie d'État. Alors, le président de l'Assemblée nationale a trouvé que, évidemment, dans la vie d'un homme public du XVIIe siècle, il y a forcément des parts d'ombre et des parts de lumière. Et Richard Ferrand pensait que ce n'était peut-être pas une mauvaise idée que d'enrichir ces statues d'une plaque ou d'un panneau qui explique pourquoi cette statue est là, quels sont les faits saillants d'un personnage et les faits glorieux et d'autres faits qui le sont moins. Alors, en revanche, le député LR, Éric Ciotti, a pensé que tout ça était ridicule, culpabilisation permanente. Ça ressemble un peu à ce que disait Johnson à propos de Churchill. Et Ciotti disait pour qui on juge avec des valeurs qui viennent d'autres pays, qui visent sans doute les États-Unis, nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. Quant à Madame Le Pen, selon elle, l'immense majorité silencieuse des Français commence à en avoir soupé de ce type d'exigence, de ce type de récrimination venant de minorités violentes, excessives et brutales. Alors, ici, on a limité l'exposé au statut, mais vous savez qu'en France, on a eu cette œuvre de dénonciation qui s'est exprimée par bien d'autres voies. Alors, je crois qu'ici, la photo 19, Nargis, c'est la pièce d'Eschyle, Les suppliantes, de Dominique Brunet, qui est plutôt un homme de gauche et certainement pas en faveur des discriminations. Mais ici, on a mis en exergue ce que les Afro-Américains appellent blackface. Et quand on est blanc et qu'on se grime en noir, hein, c'est une mésaventure qui est arrivée aussi, je crois, au Premier ministre canadien Trudeau, plus jeune, il y a une quinzaine d'années. On a retrouvé sur Facebook une photo où on le voit grimé. Et quand on se représente ainsi, c'est une insulte pour les Noirs. Et derrière tout ça, vous aviez le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, qui a boycotté, enfin rendu impossible la représentation de cette pièce à la Sorbonne. Donc, vous voyez, ça se traduit aussi par on affecte à la liberté d'expression, y compris la liberté d'expression artistique. Et plus tard, la pièce a pu être jouée, mais cette fois-ci, la police était là pour empêcher les militants du CRAN d'interdire que la pièce ne soit jouée. Alors, je poursuis. Est-ce que pense par rapport à toutes ces manifestations la majorité dite silencieuse qu'évoquait Madame Le Pen? Elle est sans doute généralement plutôt indifférente, mais peut-être en désaccord avec des actes de violence, tandis qu'une minorité activiste conteste les statues des monuments, parfois par la force. Alors, on a pu constater, une étude a été faite à propos de Bristol et du cas Colston, dont je parlais tout à l'heure. Avant ce déboulonnage forcé de juin 2020, il y a eu beaucoup d'échanges à Bristol depuis plusieurs années. Fallait-il faire table rase du passé, de l'héritage patrimonial qui remonte au XVIIIe siècle, être injuste, je cite ici toujours des gens qui se sont exprimés dans les réseaux sociaux, faut-il être injuste vis-à-vis d'un grand citoyen de Bristol, céder à une minorité politiquement correcte, ôter aux habitants de Bristol des décisions sur les monuments de la ville au profit d'actes violents imposés par une minorité,
blâmer de manière injuste les Britanniques de l'esclavage, alors que ce sont les Africains qui ont mis en esclavage leurs compatriotes. Vous voyez, tout ce qu'on peut, à l'origine, hein, qui était vendu à des Blancs qui pratiquaient la traite, et débaptiser Colston Hall, donc le Grand Théâtre, qui a été débaptisé finalement, serait le signe d'une réécriture fasciste et stalinienne. Alors, pour la lecture stalinienne, est-ce que vous pouvez montrer la photo 20, Nargis? Vous savez que sous le communisme et sous Staline, on pratiquait aussi le damnatio memoriae sous Néron. Et on voit ici qu'il y avait un personnage entre Staline et la personne qui est à sa gauche, et cette personne qui était le commissaire chargé de l'eau, Monsieur Yezhov. Eh bien, on l'a chassé du pouvoir, il a sans doute été arrêté et exécuté, et un peu plus tard, on a fait disparaître toutes ces photos. C'est un phénomène bien connu. Alors, est-ce que débaptiser Colston Hall, comme on l'a fait, est-ce que c'est stalinien? Certains disent même orwellien. Alors, la photo 21, puisque j'ai parlé du général Lee, alors c'est intéressant aussi toutes ces statues qu'on trouve dans le sud des États-Unis. On en trouvait d'ailleurs jusqu'à tout récemment, même dans le Capitole. C'est dans les années 20, donc bien après la fin de la guerre de sécession, et que le mouvement Lost Cause, qui était une sorte de mouvement nostalgique dans le sud des États-Unis sur la belle époque des plantations et d'avant la guerre de sécession. Alors, il y avait eu pas mal de manifestations d'ailleurs et qui ont abouti à des souscriptions publiques pour installer des statues comme cette énorme statue placée en plein centre de Charlottesville. Alors, elle a été érigée en 1924. Alors, tout ça a suscité, dans les années beaucoup plus récentes, beaucoup de manifestations et de contre-manifestations. Il faut savoir qu'en 2017, un contre-manifestant antiraciste a été assassiné par des militants du Ku Klux Klan qui, eux, étaient en faveur du maintien de cette statue. Alors, sur le plan juridique, cette histoire de cette statue est compliquée puisque la ville de Charlottesville a souhaité donc la déplacer et les opposants à son déplacement ont été devant la justice de Virginie et les juges de Virginie ont expliqué qu'on ne pouvait pas toucher à cette statue puisqu'il y a une loi, vous voyez, ça remonte à une loi de 1812 qui protège les mémorials pour les mémoriaux pour les vétérans, les anciens combattants. Alors, mais la question est débattue parce que est-ce que cette statue honore les anciens combattants ou est-ce qu'elle n'honore pas la période de l'esclavage et des grandes plantations? Vous voyez, quelle est la signification de ces statues? Donc, il y a un débat juridique là-dessus. L'affaire n'est toujours pas réglée. Alors, regardons un petit peu d'autres tensions à l'est de l'Europe. Je voudrais que vous puissiez montrer les photos, la photo 22. Ici, nous sommes à Tallinn, donc c'est la capitale de l'Estonie, et nous avions au cœur de cette capitale estonienne une statue de bronze qui, pendant longtemps, en tout cas pendant la période soviétique, était à la gloire des combattants soviétiques qui avaient libéré l'Estonie en 1944, après, selon le discours pratiqué chez les soviétiques après l'invasion nazie. Donc il fallait honorer les libérateurs de Tallinn et il y avait d'ailleurs alors donc cette statue a provoqué beaucoup de polémiques évidemment après la chute de l'URSS. Les Estoniens comme les deux autres pays baltes ont recouvré l'indépendance qu'ils avaient perdue avec cette invasion de l'armée rouge en 1944. Et quand le gouvernement estonien a voulu déplacer subrepticement, je crois en pleine nuit, cette statue, qui était vue comme une insulte à l'indépendance de l'Estonie, et qui ne reconnaissait pas que finalement les Estoniens ont beaucoup souffert de l'occupation soviétique jusqu'à 1991, ce pays retrouve son indépendance, a déplacé cette statue, alors c'est la photo d'après, en dehors du centre-ville,
dans un cimetière militaire et elle est censée maintenant, de cette statue, honorer toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que la minorité russophone et russe d'ailleurs, parce que souvent ils n'ont pas la nationalité estonienne parce qu'ils ne parlent pas la langue estonienne, très mobilisés par la Russie et des officines proches du Kremlin, s'étaient manifestés violemment contre le déplacement de cette statue. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et juste après, il y a eu un acte de cyberguerre qu'on peut signer du Kremlin, enfin proche du Kremlin, qui a mis à bas tout le système électronique et numérique de l'État estonien. Il a fallu l'assistance technique américaine et des GAFA pour rétablir ceci. Donc, tout ça illustre qu'il y a en Europe de l'Est une lecture inverse de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui dégrade considérablement les relations entre la Russie et les pays baltes et sans doute aussi la Pologne. Juste un mot sur une résolution du Parlement européen de 2019, adoptée à l'occasion de l'anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop, et qui considère que ce pacte, en fait, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à cause de ce pacte que finalement l'Europe de l'Est a ensuite perdu son indépendance et subi 50 années de régime totalitaire soviétique. Et du côté russe, pas du tout. Et là, j'ai entendu l'autre jour le président Poutine pour le 75e anniversaire de l'ONU en visioconférence. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale en présentiel pour la première fois depuis la création de l'ONU. Et il a appelé ses auditeurs à ne pas oublier les leçons d'histoire. Il a dénoncé ceux qui ont une attitude vile et offensante pour la mémoire des combattants, sous-entendu soviétiques, contre le nazisme. Alors, il y a d'autres événements, mais je vois que le temps avance, donc je ne pourrai pas tout citer, mais vous retrouverez ça dans un texte que j'enverrai ensuite aux organisateurs de cette conférence. Il y a des événements compliqués en Pologne. Alors là, en Pologne, il faut savoir que malheureusement, en Pologne, il n'y a pas que les nazis qui ont commis des crimes antisémites, mais il y a aussi eu malheureusement aussi des citoyens polonais. Il y a eu ainsi un pogrom, un massacre de juifs en juin 1941. Alors c'est la photo 25, on voit un mémorial qui a été construit en 1961, la photo numéro 25, Nargis. Et il faut aussi savoir, vous voyez, voilà, un monument, numéro 25, hein, celui d'après, un monument tagué, non, 25, voilà, ici, pour commémorer, enfin, rappeler qu'ici, dans ce village, il y a eu un massacre provoqué par des Polonais. Et il a été maculé, vous voyez, par des Polonais qui pensent que seulement les nazis étaient antisémites et pas aucun citoyen polonais. Il faut savoir qu'il y a une loi dite mémorielle. On n'a pas le temps de parler des lois mémorielles, mais le gouvernement du parti actuellement au pouvoir en Pologne a prévu une loi qui était adoptée et qui prévoyait des peines contre ceux qui tenaient des propos sur lesquels des Polonais auraient été complices de l'Holocauste. Alors, il y a eu des fortes pressions américaines et israéliennes. Finalement, on a retiré les peines d'emprisonnement. Mais la loi, elle existe, la loi mémorielle qui condamne pour négationnisme, en quelque sorte, ceux qui prétendraient qu'il y aurait des Polonais qui auraient été liés à l'Holocauste. Alors, dernière photo, alors peut-être dans les Balkans cette fois-ci. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est très géopolitique. Alors, le gouvernement, il n'est plus au pouvoir. Non, celle-là. Ici, vous êtes au cœur de Skopje, capitale de la Macédoine, aujourd'hui qu'on appelle Macédoine du Nord. C'est Alexandre le Grand, héritage macédonien, que l'ancienne république yougoslave de Macédoine, il y a quelques années, a voulu s'octroyer aux grandes dames de la Grèce. Vous savez que la Grèce, pendant 15 ans, s'est opposée à ce que la Macédoine s'appelle Macédoine. Bon, finalement, il y a eu un compromis qui a été signé par un accord qui date de 2018. Alors, les Macédoniens se sont engagés, d'abord ils ont changé leur nom, ça s'appelle Macédoine du Nord, ils se sont engagés à supprimer
toutes les inexactitudes sur les monuments existants, supprimer, éliminer toute leur historicité grecque. Voilà. Donc, espérons que cet accord soit appliqué et que les relations entre la Macédoine du Nord et la Grèce et le reste de l'Union européenne puissent trouver un cours normal. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais attirer votre attention sur un livre à paraître qui va publier des études de cas, dont j'ai cité quelques-unes ici. Alors, livre, groupe de travail qui a été établi par l'Institute for Historical Justice and Reconciliation, avec le soutien financier notamment de l'International Bar Association. L'ouvrage est à paraître et il sera destiné pour les responsables, souvent des autorités locales, hein, parce que ces affaires de monuments, ça intéresse les gouvernements, mais aussi les autorités locales, hein, les maires, voilà, et également les représentants des différentes communautés qui sont impliquées dans tous ces conflits et ces débats. Il s'agit ici de trouver des solutions pratiques propres à rétablir ou préserver la cohésion sociale, voire de bonnes relations géopolitiques. Il faut, d'après les conclusions de cette étude à paraître, toujours analyser les causes profondes des contestations autour de ces monuments. Bon, on les a très brièvement ici analysés, hein, l'esclavage, la colonisation. Alors, il faut avoir quelques critères. Où se trouve ce monument, hein? S'il est en plein cœur d'une ville, comme c'est le cas de Général Lee à Charlottesville, ou le soldat de bronze soviétique au cœur de Tallinn, évidemment, ça interpelle davantage que si c'est placé dans un endroit un peu plus éloigné. Alors, il faut anticiper et apaiser des éventuelles controverses. Et ici, je voudrais dire un mot de la ville de Nantes, dont l'ancien maire, Marc Ayrault, aujourd'hui préside la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a été construite en 2018. C'est la photo, d'après la photo 27. Déjà, il y a quelques années, le maire de Nantes a pris l'initiative de créer un mémorial de l'esclavage. Je crois que c'est le plus grand mémorial non, c'est la photo 27 de l'esclavage, à l'endroit même où accostaient les bateaux. Parce que vous savez que Nantes, comme La Rochelle ou Bordeaux, ou Brest ou Le Havre, étaient des ports dits négriers, où on pratiquait la traite. Et c'est l'endroit même où accostaient les bateaux qui partaient après vers l'Afrique pour charger les esclaves, et sur le quai de la Fosse. Et on a essayé de trouver des documents historiques sur la traite à Nantes. Il faut savoir qu'à Nantes, il y a encore 5 rues qui portent des noms de personnes habitées du XVIIe ou du XVIIIe siècle, sans doute des donateurs de la ville de Nantes, comme à Bristol, qui ont été impliqués dans la traite. Alors, ce que recommande aussi cet ouvrage, c'est qu'il faut toujours essayer de consulter, d'être transparent, à ne pas transporter une statue en pleine nuit, comme on a pu le faire à Tallinn, mais discuter, être transparent, consulter. Bon, malheureusement, vous voyez, à Bristol, on a beaucoup consulté, et puis finalement, tout s'est réglé par la violence dans le cadre de ce mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais idéalement, il faut faire ça en consultation. Au-delà de tout ça, il faut promouvoir ce qu'on appelle la justice historique. Vous voyez, cette association, cet institut dont j'ai parlé, il s'appelle Institute for Historical Justice. Alors, la justice historique, c'est lire l'histoire en tenant compte du fait qu'il faut apporter aussi la justice pour les descendants des victimes de l'histoire. Alors, vous savez que beaucoup de manuels scolaires ont été un peu revisités dans la plupart de nos démocraties pour rappeler aux écoliers les grandes pages de leur pays, hein, comme le disait M. Macron, hein, les grandes pages de notre pays, mais aussi les événements moins glorieux, hein, qui ne doivent pas être passés sous silence. La traite des esclaves, les violences commises à l'égard des peuples colonisés. Mais vous voyez que cette question de justice historique, ce n'est pas du tout ce que pense M. Poutine. Hein, M. Poutine, pour lui, il faut rappeler la gloire du soldat soviétique et expliquer que ce qu'ils ont fait dans la grande guerre patriotique, c'est absolument formidable. Et que critiquer la grande armée rouge, c'est être aujourd'hui anti-russe. Alors, entre la France et l'Algérie se pose aussi le problème de la justice historique. Vous avez vu que le président Macron a confié à Benjamin Stora
un travail sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il doit rendre dans les jours qui viennent, je crois, ses conclusions. Les Français et les Allemands ont beaucoup travaillé sur les manuels scolaires. Alors, parmi les recommandations de ce livre à paraître, il est parfois considéré que pour des raisons touristiques ou économiques, mieux vaut laisser les choses en l'état, quitte à expliquer. Alors ici, je voudrais qu'on montre la photo 28. C'est la statue du général Faidherbe à Saint-Louis du Sénégal, qui a fait l'objet de polémiques. Je crois que pour des raisons naturelles, la statue est tombée. Et donc, on se demandait, oui, il y a eu des ruissellements d'eau, 28. Et la question était de savoir si on allait laisser cette statue. Voilà. Alors, vous voyez ce qui est écrit en dessous, au gouverneur Faidherbe, le Sénégal reconnaissant. Je crois que c'est 1886. Vous voyez, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Mais au Sénégal, la ville de Saint-Louis de Sénégal, c'est le patrimoine de l'UNESCO et donc protégé par l'UNESCO. Et le gouvernement sénégalais pense que dans ce contexte-là, pour faire venir des touristes, mieux vaut garder cette statue. Alors, il y a aussi le cas de la Namibie, c'est la photo d'après. Dans un port allemand, vous savez que les Allemands, lors de la colonisation allemande dans les années 1908, il y a eu une guerre assez brutale et 80% de la population Herero et Nama ont été assassinés par l'armée coloniale allemande. Mais il y a un monument à la gloire de ces marins allemands. Et sur place, en tout cas, on pense qu'il faut le laisser parce que ça attire les touristes allemands dans ce pays qui est particulièrement touristique. Alors, autre recommandation, évidemment, contextualiser, expliquer, ne pas déboulonner, mais expliquer. Alors, pour aller plus vite, juste, on peut montrer une photo, la photo d'après, peut-être, je crois que c'est le grand musée que vous connaissez tous, le Moritz Weiss à La Haye. Johan Moritz était un grand colonialiste néerlandais au Brésil. Mais il y avait son buste, parce que c'est lui, c'est son palais en fait, qui est aujourd'hui le siège de ce musée. Il porte son nom. Alors les Néerlandais ont mis une plaque qui contextualise. Je signale que Mark Rutte, qui jusqu'à quelques jours était le Premier ministre des Pays-Bas, qui est lui-même historien, a pensé que c'était fou de déplacer ce buste, parce qu'on ne peut pas juger, disait-il, le passé éloigné avec le regard d'aujourd'hui. Alors, ensuite, juste un mot. Je vais sauter la photo 30. Si vous voulez montrer la photo de Joséphine de Beauharnais. C'est 2 photos après. Voilà, Joséphine de Beauharnais. On est ici en Martinique. Elle a été décapitée il y a quelques années par des activistes. Joséphine de Beauharnais a contribué au rétablissement de l'esclavage en Martinique. Mais on m'a dit que pendant l'été, justement, en liaison avec le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, cette statue a été complètement détruite. Mais l'Institute for Historic Justice pensait que c'était intéressant de garder cette statue décapitée, parce que vous gardez le monument, mais comme il est décapité 100 ans, 2 siècles après, enfin 100 ans après, je pense que c'est une statue qui doit dater de la fin du courant, sans doute sous Napoléon III, je pense. Donc, garder une statue décapitée, c'est intéressant parce que c'est un souvenir historique en tant que tel. Bon, finalement, elle a été complètement détruite. Donc, sa copie, je te signale, est la Malmaison dans la banlieue ouest de Paris. Alors, la photo 33, on peut transformer aussi un monument. Alors ici, c'est le stade national à Santiago du Chili. Vous savez que c'est le fameux stade où Pinochet a arrêté et interpellé des centaines de défenseurs d'Allende. Et alors, il y a une rangée dans ce grand stade, qui est le stade national, qui n'est jamais occupé. C'est là où il y a le rectangle orange. On la garde toujours vide dans tous les matchs. Et alors, quand on voit les matchs, on montre toujours ces rangs vides. Hein, et il est écrit « Nunca olvidaremos ». Nous n'oublierons jamais les massacres qui ont suivi la destitution et l'assassinat d'Allende. Voilà, alors je vois l'heure qui avance. On peut aussi, alors la photo 36 est intéressante, si vous pouviez passer directement. Alors oui, ça c'est les femmes de confort. Nous sommes devant l'ambassade du Japon à Séoul. Hein, alors l'ambassade, là c'est un problème géopolitique, hein, puisque les Japonais ne sont pas contents. Il y a des jugements tout récents qui sont intervenus à Séoul, exigeant que l'État japonais indemnise les dernières survivantes de ces événements.
Alors, je crois qu'il y a juste une photo avant. Si vous pouvez la montrer, Nargis. Non, alors après, pardon, après. Alors ça, c'est intéressant. Juste un mot. Ici, ce sont des petites plaques que on installe devant les maisons où résidaient des victimes de la Shoah. Alors, on en installe dans toute l'Europe. Je crois que l'initiative est venue d'Allemagne. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore en France. Mais il y a des gens qui militent pour qu'on puisse installer ça sur le pavé. C'est comme un pavé, vous voyez, mais c'est en cuivre, je pense, ou en bronze, devant la maison d'une personne qui a été massacrée dans le cadre de la Shoah. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Juste un dernier mot peut-être. J'ai assisté à un colloque à Vilnius, en Lituanie, c'était juste avant la pandémie, dont le thème était les traumatismes nés du passé, non digérés. Et il y avait la question suivante qui était posée. Est-ce que la psychothérapie peut aider des États et des peuples à faire face aux traumatismes collectifs nés des guerres, violences ethniques ou religieuses, génocides, massacres, oppression politique? Peut-on traiter une société comme un malade? Et après, il y avait une autre question. Les diplomates, je suis un ancien diplomate, pourraient-ils coopérer avec les psychothérapeutes à cet effet? Alors, le ministre des Affaires étrangères de Lituanie qui a organisé l'événement pensait évidemment à tout ce que je vous ai dit sur les traumatismes dans les pays baltes après l'occupation russe d'abord, soviétique, puis après nazie, et puis à nouveau soviétique. Tout ça a créé. Alors, je crois que j'ai lu que la Lituanie était aujourd'hui le pays en Europe où le taux de suicide était le plus élevé. Donc, vous voyez, c'est du sérieux quand on parle de traumatisme. La génération d'après, et encore après, ça peut encore avoir un effet. Vous voyez, tous ces événements, l'esclavage, colonisation, etc., ça crée encore des traumatismes. Ces manifestations autour des monuments le démontrent. Est-ce que ce sont plutôt des diplomates ou des psychothérapeutes qui pourraient nous aider à résoudre ces traumatismes nés du passé? Je vous laisse la question et vous avez peut-être vous-même des réponses et je serai heureux de pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Merci.